Bonjour, je suis Paul Vissich, initiateur d'Imperium et auteur de sa déclaration de principe, disponible dans le site web imperium-online.eu. Un de mes bons amis m'a posé récemment la question suivante. Il m'a d'abord dit: j'ai lu ta déclaration de principe, je l'ai trouvée très intéressante, bon c'est déjà ça, mais une fois qu'on l'a lu, qu'est-ce qu'on en fait? Il est vrai que ce texte s'adresse surtout à l'offre politique, c'est-à-dire aux partis, de gauche comme de droite, mais aussi aux candidats porteurs d'un projet politique pour les aider à structurer ces projets dans un cap précis. D'où l'idée de cap structurant dont il est porteur. Les citoyens électeurs que nous sommes, en revanche, semblent rencontrer plus de difficultés à savoir quoi en faire. Cette série de 5 vidéos vise à combler cette lacune. Alors, de quoi ça parle? Je ne vais pas commencer par des grands mots comme politique ou citoyenneté qui peuvent être diversement appréciés. Alors, je dirais simplement que ça parle de nous, de notre société, de ce qu'il nous est permis d'espérer pour notre futur immédiat et au-delà. Je ne m'étendrai pas davantage sur le constat, tout le monde le connaît. Déclassement, précarité croissante, crainte de l'avenir et, pour la première fois depuis la fin de la guerre, le sentiment désabusé que les prochaines générations vivront moins bien que les précédentes, ce qui alimente un fort sentiment de déclin. Bref, ça parle des questions que nous nous posons tous. Où allons-nous? Où va notre société, notre pays? Quelle perspective pour notre qualité de vie et quel avenir pour les prochaines générations? Avant toute chose, le propos d'Imperium n'est certainement pas d'ajouter une thèse de plus à toutes celles, plus ou moins inspirées, qui fleurissent déjà dans l'opinion et sur le web, mais bien de dégager rationnellement un horizon des possibles à notre portée, les pieds bien sur terre et pas au pays des rêves. Cet horizon repose essentiellement sur notre capacité à partager une conviction avec assez de force pour amener les formations politiques à tendre l'oreille. Ce n'est que par l'échange d'idées, par leur dissémination, par leur validation en tant que pensée collective, que la multitude que nous formons tous ensemble sera en mesure d'influencer l'offre politique. Cette puissance d'agir de la multitude, Spinoza l'a appelée il y a plus de 3 siècles imperium. Hoc ius quod multitudinis potentia definitur imperium appellaris solet. Oui, il écrivait en latin. C'est aussi le titre d'un livre de Frédéric Lordon, Imperium, qui m'a inspiré ce nom pour notre laboratoire d'idées. Augmenter notre puissance d'agir, notre imperium, nous amènera à reconfigurer notre perception de bien des aspects de la chose publique. Mais ça, nous le développerons surtout dans les vidéos suivantes. Dans celle-ci, je vais plutôt insister sur le préalable indispensable, celui de vous prouver que c'est bien vous qui avez les cartes en main. En d'autres termes, je veux vous convaincre que vous, chacun de vous qui m'écoutez en cet instant, dispose personnellement d'une réelle puissance d'agir. Combien d'entre vous pensent que leur parole n'a aucun poids? Isolé, c'est certain. C'est même tout l'intérêt pour les classes dominantes de promouvoir le pluralisme des opinions en poussant le cynisme jusqu'à appeler ça démocratie. Mais l'adage « diviser pour mieux régner » témoigne certainement mieux de l'intérêt réel du saucissonnage de l'opinion. Que donnerait en revanche une même parole allant dans la même direction partagée par le plus grand nombre? Entendez bien, pas de vague généralité, mais un vrai consensus débattu, éclairé et prospectif sur des points programmatiques précis. D'accord, me direz-vous, mais en admettant qu'on y parvienne, pourquoi faire? De toute façon, le débat public dilue inexorablement toutes les idées, des plus sensées aux plus ineptes, dans l'océan du pluralisme auquel on ne ferait qu'ajouter une voix de plus. C'est bien pour dépasser ce problème que nous allons maintenant aborder les 3 freins majeurs au débat public. 3 phénomènes connus de certains, négligés par d'autres, mais auxquels nous sommes tous, quoi que nous en disions, sensibles à des degrés divers, et dont la conscience est indispensable à notre puissance d'agir. Le premier d'entre eux est la post-vérité. Peut-être avez-vous déjà entendu qualifier notre époque d'ère post-vérité, dite aussi parfois post-factuelle. La post-vérité, pour faire court, c'est l'attitude qui consiste à choisir ses vérités en suivant ses émotions et opinions plutôt qu'un raisonnement rationnel. Ce n'est ni l'erreur ni le mensonge. L'erreur, c'est se tromper de vérité. Le mensonge, c'est dissimuler la vérité. Là, il s'agit de choisir sa vérité, du moins une chose tenue pour vraie, suivant qu'elle aille dans la direction souhaitée. Et en rejetant plus ou moins consciemment toute démarche contradictoire, aussi démontrée soit-elle. Au premier abord, la raison qualifiera cette attitude d'irrationnelle.
En fait, ce n'est pas si simple. Car c'est en fait pour beaucoup une réaction de protection face à une réalité du monde dont ils se sentent exclus. À force de la présenter comme trop complexe pour eux, ils adoptent en réaction un réflexe connu sous le nom d'idéal de l'huître, et qui consiste à se refermer dans sa coquille pour se défendre des nouveautés venues de l'extérieur, soit parce qu'on les maîtrise mal, soit parce qu'on n'est pas préparé à les accepter. Et dans ce dernier cas, le message est encore plus direct. Je rejette votre réalité qui ne me convient pas pour y substituer la mienne. Ici, la parole dominante, dite autorisée, ne récolte évidemment que ce qu'elle sème. Le discours irresponsable qui prétend réserver la compréhension de la chose publique aux seuls initiés est dévastateur. Car elle est indispensable à la mise en confiance, à l'estime de soi et aux repères qui permettent d'exister socialement. À vouloir exclure le peuple du débat public, on finit par le jeter en masse dans les bras du populisme car, plutôt que de se résoudre à un statut assigné de mouton, perpétuellement décalé par rapport au monde dans lequel on vit, eh bien, mieux vaut finalement pour certains une vérité moins regardante mais plus rassembleuse. Au moins par affinité, à défaut de mieux. C'est évidemment du pain béni pour les extrêmes, grands pourvoyeurs de vérités prêtes à l'emploi. C'est ce qui explique aussi l'inefficacité totale de la contre-argumentation rationnelle, qui ne fait qu'accentuer maladroitement le sentiment d'éloignement de l'interlocuteur. Le problème posé par cette situation est évidemment que la vérité factuelle, simplement définie par sa conformité à la réalité. La seule observation des faits est le recours à l'analyse rationnelle, avec évidemment toutes les prudences qu'elle implique. À toutes les peines du monde à se frayer un chemin. Si risqué, c'est susciter la méfiance, la crainte du beau parleur, susceptible par son habileté rhétorique de faire vaciller ses précieux repères. Et en réaction, le réflexe de se cramponner davantage encore à sa post-vérité. Le problème, pour ne pas dire l'ironie, c'est que seule l'analyse rationnelle et factuelle permettrait éventuellement d'éliminer les causes mêmes du réflexe défensif de la post-vérité, à condition de lever l'obstacle de la prétendue complexité des choses. Le deuxième phénomène à considérer, c'est la pression sociale, appelée aussi parfois influence sociale. Qu'est-ce que la pression sociale? Rien à voir avec une quelconque oppression physique, non. Pas besoin de pistolet sur la tempe. C'est un phénomène subtil qui parvient à nous influencer à notre insu, sans aucune contrainte. C'est par exemple l'influence de la consommation d'alcool dans une fête, qui va nous pousser à faire de même, juste pour ne pas se sentir exclu du groupe. D'une façon générale, elle désigne l'adoption intuitive des normes sociales qui prescrivent le comportement réputé adéquat en société. Mais elle consiste aussi à s'approprier une idée venant de l'extérieur, de la société donc, parce qu'elle nous semble au premier abord si juste en apparence que l'idée même de la remettre en question ne nous vient tout simplement pas. Car pour réfléchir, il ne suffit pas de disposer des éléments pour le faire. Il faut d'abord en avoir l'idée, et donc une raison de le faire. Personne ne soumet naturellement au doute une information quand rien ne permet d'apercevoir qu'il y a peut-être lieu de la remettre en question. Personne, par exemple, ne songe à douter que l'emploi dépend de la croissance, tant la pression sociale nous le rabâche. Jusqu'au jour où cette simple question, mais au fait, pourquoi, nous ouvre de nouveaux horizons. Le troisième phénomène, c'est l'étonnement philosophique. Là, j'imagine vos sourcils froncés, si vous êtes de ceux qui assimilent la philosophie à de la fumée intellectuelle. Vous n'y êtes pas. Ce phénomène est en fait aussi simple que déterminant. Qu'est-ce que l'étonnement philosophique? C'est ce réflexe essentiel de la pensée qui amenait Socrate, Platon et Aristote à répéter à qui voulait l'entendre que, je cite, « la philosophie est fille de l'étonnement ». Nous ne parlons pas ici de la simple stupeur ressentie face à un événement spectaculaire ou inhabituel, non, mais de cette simple capacité intérieure à toujours nous étonner, même de ce qui nous semble le plus évident. En gros, c'est le réflexe naturel qui pousse un enfant à tendre le doigt et à dire « oh ». C'est ce même réflexe qui pousse à briser la pression sociale en posant cette simple question. Mais au fait, pourquoi? Eh bien ce réflexe, nous l'avons largement perdu. C'est une autre conséquence du développement de la connaissance humaine qui fait que nous ne pouvons plus tout savoir et qui nous fait réagir différemment à l'étonnement. Nous pensons que la chose est étudiée pour, ou que d'autres savent mieux que nous, et nous serons d'autant plus incités à évacuer la chose que le souci d'affirmation personnelle auquel nous pousse la pression sociale libérale nous retient
d'afficher notre ignorance. Alors qu'il n'y a rien de plus naturel que de ne pas savoir, et rien de plus facile que de demander pour savoir. L'étonnement ne déclenche plus en nous le réflexe philosophique de la pensée. Cet obstacle-là est pourtant très facile à lever. Il suffit de se persuader que rien dans ce monde n'est trop complexe pour pouvoir être compris simplement. Il suffit de toujours garder en tête cette célèbre citation d'Albert Einstein. Si vous ne pouvez expliquer un concept à un enfant de 6 ans, c'est que vous ne le comprenez pas complètement. Si vous ne pouvez expliquer un concept à un enfant de 6 ans, c'est que vous ne le comprenez pas complètement. Post-vérité, pression sociale, étonnement philosophique, voilà les 3 phénomènes à prendre en compte pour lever les freins à l'expression de notre puissance d'agir, de notre impérium. La post-vérité se combat aisément par la vérité vraie, une fois admis qu'aucune intelligence n'est hors de notre portée. La pression sociale, c'est une source d'erreurs de raisonnement dont il faut certes apprendre à se garder, mais c'est aussi un formidable levier potentiel pour la diffusion de notre impérium. L'étonnement philosophique, très facile à retrouver. Rappelez-vous la citation d'Einstein et vous ne craindrez plus jamais d'opposer à un pédant. Attendez, j'ai pas fait les nains moi. Expliquez-moi donc ça comme si j'avais 6 ans. S'il n'y parvient pas, c'est qu'il ne sera pas si savant qu'il affectait de l'être. Ou alors qu'il aura essayé de vous la faire à l'envers. Ces 3 points admis permettent dès à présent de poser 3 règles simples. Règle numéro 1. Toute intuition, pour peu qu'elle soit sincère et non dictée par aucune forme d'intérêt, ne peut que cacher une vérité à dévoiler et non à rejeter. Apprenons à lui faire davantage confiance. Règle numéro 2. Faire confiance à ses ressentis, soit, mais pas au détriment de son esprit critique. Personne n'est à l'abri des biais cognitifs, ces distorsions du raisonnement auxquelles personne n'échappe. On en aurait catalogué plus de 200, et les capacités intellectuelles n'ont rien à voir là-dedans. Nous pratiquons tous, naturellement, par pur réflexe, une économie de réflexion qui nous fait nous arrêter au vraisemblable, sans aller plus loin. Prendre l'habitude de soumettre au couperet de la raison des choses que nous tenons pour acquises, c'est apprendre un excellent moyen de combattre ce réflexe conditionné. Règle numéro 3. Toujours garder en tête la citation d'Einstein pour se garder des discours complexes, qui le sont en fait souvent à dessein pour nous en garder exclus. Rappelez-vous toujours que le faible d'esprit n'est pas qui ne comprend pas, mais au contraire qui ne parvient pas à se rendre clair à un enfant de 6 ans. Sauf évidemment, intention malhonnête. Ces 3 règles posées, la question est maintenant de savoir comment nous, peuple réputé souverain, par-delà nos opinions respectives diverses et variées, pouvons concrètement récupérer la maîtrise collective de notre avenir que nous avons perdu au profit des acteurs du marché. Comme je l'ai dit plus tôt, en apprenant à reconfigurer nos perceptions pour agir efficacement sur la pression sociale. Prenons un exemple concret. On accuse souvent, par exemple, les hommes politiques d'être coupés de nos préoccupations, menteurs, hypocrites, loin de nous, etc. Et on se prend à rêver, mais à quand une femme ou un homme politique désintéressé et sincère qui se pencherait enfin vraiment sur nos problèmes? Bel exemple de pression sociale. Tout le monde le dit, ça semble tellement collé à ce qu'on ressent qu'on ne voit pas l'utilité d'y réfléchir davantage, donc on valide et on s'approprie la phrase. C'est aussi un bel exemple de post-vérité, où notre ressenti prime sur le raisonnement. Mais ce qui frappe surtout, ici, c'est le défaut d'étonnement philosophique. Car il y aurait pourtant matière à s'étonner ici. En l'occurrence, de ce que l'ascenseur social, tout imparfait soit-il, serait à ce point défectueux qu'il filtrerait décidément les plus mauvais de bas jusqu'en haut, jusqu'à la fonction suprême. Le caractère improbable de la chose devrait déjà nous amener à réfléchir. Une fois mis en alerte, un bon moyen de déceler la pression sociale est par exemple de pratiquer la reformulation. C'est une bonne méthode. Disons donc la chose autrement. Considérant que, en disant cela, nous nous plaçons finalement dans la position d'un employeur face à un postulant, ici un poste de responsabilité politique, eh bien, mettons-nous un instant à sa place. Que diriez-vous pour votre part de recevoir l'offre suivante? Vous êtes embauché en CDD. Vous nous obéirez sans discuter, d'accord ou pas, et peu importe les obstacles auxquels vous serez confrontés. Vous resterez quand même seul responsable de vos résultats. En tout état de cause, on se réserve en fin de mandat le droit de vous virer comme un malpropre sans justification.
et vous n'aurez qu'à vous taire puisque nous sommes souverains. Vous accorderez bien qu'on garde à peu près la même idée générale, à peine plus détaillée. Eh bien, je ne sais pas pour vous, mais pour ma part, voilà une offre qui me ferait sérieusement réfléchir. Voyons plutôt les choses en face. Comme dans n'importe quel autre domaine, le désintéressement sincère et altruiste n'est pas et ne sera jamais la norme en politique. Et heureusement d'ailleurs, car d'après ce que j'ai pu observer des rares spécimens de cette espèce que j'ai pu rencontrer, ouais, il y en a. Ils sont le plus souvent emplis de valeurs morales d'une hauteur qui force l'admiration, mais aussi d'une fâcheuse tendance à nous exploser à la figure à la première contrariété qui heurte leurs convictions profondes. Claquer la porte, ça fait toujours classe, mais ça laisse surtout le champ libre aux autres. Sans parler que, une fois plongé dans la mare aux requins, la durée de vie de ces boy scouts se révèle généralement des plus limitées. Non. Heureusement, les responsables politiques sont exactement comme vous et moi. De la même façon que nous-mêmes allons travailler pour un salaire et non pour les beaux yeux du patron, l'homme politique est lui aussi mu par son intérêt propre. Et c'est justement ça qui est intéressant. Parce que ça, au moins, c'est gérable. À condition, évidemment, de savoir le gérer correctement. Nous savons ce qu'ils veulent. Il ne reste qu'à savoir de même ce que nous voulons, mais pas de manière superficielle, comme simplement espérer que les choses aillent mieux. Entre nos besoins et leurs appétits, c'est à nous qu'il revient de trouver la convergence d'intérêts. Cela suppose de pouvoir évaluer la portée du programme et de l'action proposée, mais mieux encore, de les orienter en amont par des attentes suffisamment construites et clairement formulées, afin d'amener les candidats à les prendre en compte et à suivre cette direction, conscients qu'ils ne s'adressent plus à une foule manipulable, mais à de vrais administrateurs éclairés de la chose publique. Voilà notre véritable et seule marge de manœuvre. Voilà la seule clé d'un contre-pouvoir démocratique efficace. On ne peut à la fois refuser d'examiner les options et protester ensuite contre les choix faits par d'autres. Quoi faire alors? Pour gagner du temps, commençons par évacuer les options classiques qui divisent l'opinion, pour dégager la table et y voir plus clair. Première option, ne rien faire. Pourquoi pas? On peut penser que tout ça est au-dessus de nos compétences, ou tout simplement n'y porter aucun intérêt. Sauf que cela revient à s'enfermer dans l'idéal de l'huître, et donc à se couper de toute possibilité d'exercer un contrôle sur notre destin. Car ce que les trop conservateurs oublient, c'est que s'ils refusent de changer, le monde autour de nous, lui, ne s'en prive pas, et change même de plus en plus vite. Et que cela nous impacte de plus en plus du fait de l'interconnexion étroite de nos économies. Le paradoxe actuel du conservatisme est qu'il implique, pour se conserver, eh bien, de prôner un changement. Simplement un autre changement que celui en cours. Sans parler de notre responsabilité vis-à-vis des générations futures qui, un jour, nous demanderont des comptes. Que répondrons-nous à nos enfants quand, vivant moins bien que nous, ils chercheront à savoir si nous savions? L'action militante alors, il en faut certainement, mais elle a aussi montré ses limites. Car l'entre-soi, si fréquemment reproché aux politiques, ne s'applique pas qu'à nos dirigeants. Nombre de militants dits de base, confrontés aux électeurs, ont souvent la surprise de se découvrir concernés eux aussi. Pourtant, ils en affichent bien la caractéristique, en partageant une passion que n'animent pas leurs interlocuteurs. Mais surtout, quoi qu'ils fassent, le militantisme n'aura aucune incidence sur la source du problème, à savoir le système capitaliste mondialisé contre lequel plus aucune force politique ne se dresse. Alors, dans ces conditions, il faut bien admettre que l'action militante est devenue une simple occupation parmi d'autres. Utile, certes, mais bon. Certains le ressentent et s'orientent alors vers les options dites marginales. Par là, il faut entendre un ensemble de choix divers et variés, qu'a priori tout opposerait, mais qui présentent tous le point commun de prétendre rompre avec les schémas conventionnels. Cela concerne évidemment les partis dits révolutionnaires ou extrêmes, mais aussi par exemple le simple fait de choisir pour président un jeune inconnu dynamique, hors parti, ou encore, plus localement, des candidatures autoproclamées citoyennes, et autres variantes qui reposent toutes sur cet argument simpliste et rebattu. On a vu ce que l'ancien a donné, donc il faut faire du neuf. Ouais. Ces dernières années, on a surtout vu à quel point le nouveau monde avait des faux airs de l'ancien, quand c'est pas carrément des vrais. Ce qui est en fait tout sauf une surprise,
les mêmes causes, produisant tout simplement les mêmes effets. Ces rejets de façade de l'ordre établi n'ont aucun autre effet que de se disperser dans des impasses pendant que, là encore, la source réelle de tous les maux continue tranquillement sa route sans rencontrer le moindre obstacle. Accessoirement, il crée même par les déceptions qu'il cause un appel d'air pour des partis soi-disant hors système, qui ont alors beau jeu de l'exploiter pour leur seul profit électoral, ce en quoi d'ailleurs ils se révèlent tout aussi hypocrites que ce système qu'ils prétendent opportunément dénoncer. Pour compléter la liste des impasses, certains enfin prônent l'horizontalité. Entendez par là la suppression de toute hiérarchie et une répartition égalitaire du pouvoir entre chaque tête. D'où la métaphore de l'horizontalité par opposition à la verticalité du pouvoir. Je ne vais pas m'étendre sur la vacuité définitive de cette option. Frédéric Lordon l'a fait mieux que je ne saurais le faire dans son livre Imperium. Pour faire court, l'horizontalité place sur le même plan des individus soumis à une contradiction insoluble. D'une part, la pensée consciente raisonnée de l'intérêt commun. D'autre part, l'intérêt individuel qui autorise à trahir le commun par simple droit de nature, poussé comme nous le sommes tous par l'instinct de survie. Le jeu des volontés rend alors inéluctablement instable tout contrat commun, rendant nécessaire pour le maintenir l'établissement de règles, à partir de là une institution pour les énoncer, et par suite une force de police pour les faire respecter. Bref, la réintroduction inéluctable du vertical dans l'horizontal. Chassé par la porte, l'État revient par la fenêtre. Ou pour le dire plus simplement encore, si l'horizontalité était viable, eh bien on n'aurait tout simplement jamais inventé la verticalité. Fin de l'histoire. Alors, si ne rien faire n'est pas une option, si l'action militante n'a qu'un effet limité, si le vote marginal ne mène nulle part, et si l'horizontalité est une chimère, que reste-t-il? Imperium prône un cap structurant très simple qui ne réclame ni talent particulier ni effort contraignant, du moins un effort très raisonnable qu'il suffit simplement de consentir. Savoir, juste savoir, mais de manière utile, celle qui permet de peser réellement sur la décision publique, en agissant directement sur la pression sociale. Une fois admis que nous y sommes tous soumis, qu'on le veuille ou non, pourquoi ne pas en prendre notre parti et utiliser nous aussi la pression sociale pour l'orienter dans le sens de nos intérêts communs? Autrement dit, qu'est-ce qui nous empêche de nous réunir pour autre chose que de recevoir passivement la parole verticale? Pour échanger entre nous et développer notre savoir collectif, et par là notre véritable puissance d'agir, notre imperium. Entendons-nous bien, le savoir collectif exclut par définition la connaissance pointue, celle qui requiert une spécialisation antinomique à la notion même de partage de savoir. Nous ne parlons pas non plus de ces pseudo-bons sens, comme ceux dont se revendiquent les extrêmes, et qui ne réclament que l'écoute passive d'une parole verticale. Non, nous parlons ici du vrai bon sens, le sens commun, sans cesse questionné, sans cesse mis dans la balance des autres points de vue. L'homme serait, dit-on, égoïste par nature. Eh bien soit, restons-le, si la nature l'ordonne, mais apprenons alors à l'être intelligemment. Au lieu de chercher à briller par notre parole pour satisfaire une pression sociale imposée d'en haut, recherchons au contraire le bénéfice égoïste de l'enseignement d'autrui. Bon, afin de faire quand même profiter les autres de notre parole par réciprocité. Une fois admis que tout point de vue est pertinent et qu'ils concourent tous à éclairer une direction commune, une fois levés les freins de nos propres autocensures, une fois convaincus que nous sommes tous largement en capacité de le faire, une fois admis que la supposée complexité des choses est largement exagérée, qu'est-ce qui nous empêche de créer nos propres groupes informationnels ou informels? Des associations, des clubs comme sur la Révolution, des cafés citoyens, pourquoi pas des cafés Imperium, des réunions d'appartements, dans nos cercles relationnels divers, que sais-je encore. L'essentiel, il sera d'entendre désormais le mot politique autrement, au lieu de craindre d'émettre son opinion. L'opinion contraire sera au contraire toujours recherchée pour éprouver la sienne, et surtout pour augmenter son savoir par la multiplication des éclairages. Au lieu de chercher l'ascendant personnel, qui n'intéresse jamais que soi-même, laissons-nous au contraire guider par une soif d'apprendre toujours plus au contact des autres. Balayons cette pression sociale néfaste qui, au prétexte de nous affirmer, nous pousse en fait à nous diviser. Substituons la nôtre, qui vise au contraire la force de l'union. Balayons les discours pseudo-savants qui ne cherchent qu'à nous maintenir dociles, au profit de l'éclairage limpide, propre à l'édification de tous. Que chacun, surtout,
puisse donner libre cours à son étonnement philosophique pour combattre la post-vérité et éclairer la route vers le progrès. Ce que nous appelons notre cap structurant. Les mieux dotés culturellement n'y auront plus à cœur de s'imposer aux autres, mais au contraire de les élever vers eux. Rien ne nous empêche non plus d'utiliser Internet autrement que comme une poubelle où déverser sa bile. Ça peut être aussi un formidable outil de réseautage, à travers des réseaux sociaux ou des blogs, pour peu que l'on songe à se filmer ou rédiger des comptes rendus de débat. Les plus doués en informatique peuvent même imaginer des plateformes de synthèse à l'échelle nationale, pour se nourrir des réflexions des autres et diffuser une pensée collective qui, si elle devient suffisamment prégnante dans l'opinion, amènera à coup sûr les divers candidats aux mandats électifs à s'en saisir pour apporter, en réponse, l'offre politique correspondante. Par conviction ou opportunisme, peu importe finalement. Cessons de croire que les enjeux seraient trop compliqués pour le commun des mortels que nous sommes. Ça, c'est ce qu'on s'emploie à nous faire croire. Oublions nos simples opinions. Il y aura toujours autant d'opinions que de têtes pour opiner, et cela ne sert que ceux qui s'emploient à nous diviser. Une direction commune ne peut reposer que sur des faits, rien que les faits qui sont têtus. Elle impose de savoir et non de croire. Elle impose des certitudes partagées et non de simples opinions. Cette première vidéo ouvre déjà quelques premières pistes d'échange. Nous entrerons davantage dans le vif du sujet dans la prochaine, consacrée au cap structurant. Hasta siempre. Vous êtes libre de partager, télécharger et diffuser cette vidéo sur tout support à la seule condition de ne pas la modifier. Si vous devez prélever un extrait pour illustration, insérez obligatoirement un lien vers la vidéo complète pour assurer votre public que la sortie du contexte ne modifie pas le sens.